dans plusieurs phénomènes physiologiques, transport de l'oxygène via l'hémoglobine, le stockage de l'eau dans les muscles, la synthèse de l'hème, de l'ADN, des enzymes, des coenzymes, métabolisme des xénobiotiques, les réactions, etc. Donc, il intervient dans plusieurs phénomènes vitaux. Il est toxique quand il réagit, quand il est libre, donc il ne devrait pas être libre dans le corps. Quand il est libre, il va réagir avec le O2 en formant des radicaux libres. Les radicaux libres peuvent induire à plusieurs complications, comme le déposement des radicaux libres dans les organes, comme le cœur ou les reins ou les hépatocytes. Alors, le stockage du fer dans l'organisme. Alors, la quantité totale du fer dans l'homme est de 5 grammes. Le corps contient 5 grammes. Alors, chez l'homme, on a 50 mg par kilogramme. 50 mg par kilogramme de fer dans le corps. Chez la femme, on a 35 mg par kilogramme. Alors, cette diminution est due à plusieurs facteurs physiologiques qui sont la grossesse, les menstruations, etc. Et donc, les problèmes vont diminuer la quantité du fer chez la femme. Alors, le taux revient à la normale, généralement après la ménopause. Ok. Alors, le stockage du fer dans l'organisme, on a le fer va se va être en plusieurs compartiments. On a le premier, on a trois compartiments, le fer fonctionnel, le fer de réserve et le fer circulant. Alors, 70% du fer fonctionnel est sous forme d'hémoglobine. Alors, 5% du fer fonctionnel est sous forme d'hémoglobine et 0,5% du fer fonctionnel est sous forme d'enzyme. Alors, on a trois formes de fer. On a un fer fonctionnel, un fer de réserve et un fer circulant qui est sous forme de transférine. On va recommencer. Alors, un fer fonctionnel sous forme d'hémoglobine, myoglobine et enzyme, fer de réserve sous forme de ferritinine et le fer circulant sous forme de transférine. Alors, la ferritine, transférine et les autres fers fonctionnels. Alors, le besoin et apport. Alors, une alimentation classique, ça veut dire apporte 4 à 12 mg de fer pour 1000 calories. Donc, maintenant, notre alimentation, on apporte à l'organisme 4 à 12 mg de fer, mais seulement 10 mg sera absorbé par l'intestin et franchir la muqueuse intestinale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que 10 mg sera absorbé par l'entérocyte et l'autre substance va être éliminée. Alors, on a 1 à 2 mg par jour l'homme et 2 à 4 mg la femme pour des raisons physiologiques. Ok. Alors, la perte régulière, alors elle est de 1 mg par jour. Alors, sont perdues sous forme cutanée, urinaire ou digestive. Maintenant, on va voir les augmentations physiologiques. Là, je vous ai dit que le taux bas de fer qui est chez la femme, elle a des causes. Alors, les premières causes sont les menstruations, la femme enceinte, ou le nourrisson, ou les adolescents. Alors, le déficit lycéen, faut le remplacer. Alors, l'augmentation physiologique chez la femme menstruation, elle est de 8 à 20 mg. Alors, parce que dans les menstruations, elle va battre 15 mg par mois. Donc, les 15 mg par mois, cette perte augmente la physiologie, ça le fait. Alors, les menstruations apportent à 8 à 20 mg par mois. La femme enceinte a besoin de 500 mg dans la médiane. Alors, la femme allaitante de 3 mg par jour. Le nourrisson, c'est bizarre parce que vous savez que le lait est pauvre en fer. Et les adolescents de 0,5 mg par jour. Alors, l'absorption intestinale. Alors, le fer qui va être absorbé, on a des activateurs comme des inhibiteurs. L'activateur du fer est tout ce qui est acide. On a l'acide citrique, ascorbique ou l'acide gastrique. Et inhibiteur, c'est le calcium, les fibres, les oxalates et le thé. Ils vont inhiber l'absorption intestinale comme les autres vont activer l'absorption intestinale qui mène l'acide gastrique, l'ascorbique et le citrique. C'est pour l'absorption. Alors, on va voir l'absorption, non? Alors, l'absorption, on a le fer qui est inénique. Le double fer qui est inénique. Ça veut dire le fer qui est plutôt double, le nom héminique. Alors, le fer non héminique, c'est le F2 3+. Alors, il va être réduit en F2 dans l'entérocyte, dans le duodénum. Non, pour être clair. Alors, le Fe3+, va être réduit en F2 2+, par le duodénum cytoréductase. Le duodénum cytoréductase. Il va se réduire en F2 2+. Alors, il va se réduire en F2 2+, parce qu'il y a un transporteur qui est spécifique aux métaux divalents. C'est le D-metal transported 1.
Ça veut dire le transporteur des métaux divalents ou les bivalents. Alors, il va transporter. Alors, le transport va s'associer à une molécule DAP. Alors, c'est une molécule associée, c'est une protéine associée à la DMT, c'est-à-dire dimethyl transported. Alors, elle va être transportée dans le cytoplasme de la cellule de l'entérocyte. Quand elle va être transportée, un pôle sera stocké sous forme de ferritine. Alors, la ferritine est une molécule de stockage. C'est une glycoprotéine complexe. Je vais vous montrer maintenant. Alors, c'est une molécule complexe constituée de deux chaînes, une lourde et l'autre elle est heavy et light, c'est-à-dire légère et lourde. C'est une glycoprotéine constituée de 24 sous-unités. On a une chaîne L et une chaîne H. Elle est la principale forme de stockage du fer. Alors, on la trouve dans le foie, comme dans la moelle osseuse, la rate et le muscle, dans des tiers. Donc, c'est une forme de stockage. Elle peut stocker à 4500 ions de fer. Au noyau TAHA, le noyau TAHA peut stocker 4500 ions de fer. Alors, c'est comme une coquille. Derrière, il y a des ions de fer. Alors, le fer ferrique, bien sûr. Alors, elle est constituée de deux chaînes. C'est une glycoprotéine complexe spécialisée et c'est une principale forme de stockage du fer. C'est-à-dire, elle va stocker le fer. Ok. Alors, il y a la ferritine qui est une forme de stockage. Il y a la ferritine qui est plasmatique, la ferritinémie. Alors, elle est de l'ordre de 20 à 200 microgrammes par litre. Elle est la ferritinémie. Alors, c'est des traces de fer plasmatique. Ça veut dire que c'est une apoprotéine. Elle n'a pas de fer. Elle ne contient pas de fer central qui maintenant. Elle est vidée du fer. Alors, on dit que c'est une ferritine plasmatique. Elle est sécrétée par les macrophages et les hépatocytes. Donc, on a deux types de ferritine. On a la ferritine de stockage. Ça veut dire qu'elle va stocker les ions du fer au centre de la protéine. Maintenant, vous voyez, la centre de la protéine, elle va à 4500 molécules de fer, elle va la stocker. Et maintenant, une forme plasmatique qui est une forme, c'est des traces de fer. Ces traces de fer, parce qu'elle est vidée elle est vidée du fer, elle est glycosylée. Elle est vidée du fer. On dit que c'est une apoprotéine. On va expliquer c'est quoi une allo et une apoprotéine. Donc, on a la ferritine. Alors, elle est stockée. Alors, un pôle va être stocké et un pôle va être exporté vers la membrane basolatérale. C'est-à-dire vers la membrane basolatérale. Dans la membrane basolatérale, le Fe2+, lit par le dimethyl transported 1, ça veut dire le transporteur des métaux divalents. Dans le cytoplasme, un pôle va être stocké et un pôle va se diriger vers le pôle basolatéral. Dans le pôle basolatéral, il y a la ferroportine et la ferroportine va laisser sortir le fer. Mais avant de le sortir, on va le transformer en fer ferreux par les fastines. Ça veut dire quoi? Les fastines, ça veut dire quoi? On va diriger vers le pôle vers le pôle basolatéral. Dans le pôle basolatéral, avant de sortir, il va passer par une enzyme qui va le transférer en F2+, en F2+. Là, le fer ferrique, parce que le fer ferrique, il est plus fonctionnel et il va se fixer dans la molécule de transférine, qui est une molécule qui va transférer le fer. Donc, maintenant, je vais recommencer. Un pôle va être stocké sous forme de ferritine. Un autre pôle va se diriger dans le pôle basolatéral. Le pôle basolatéral, avant de sortir par par l'éafastine, alors il va se transformer en F2+, il va être réduit en F2+. La réduction pour qu'il puisse, plutôt, il va être oxydé. Il va être oxydé en F2+, pour sortir par la ferroportine. Quand il va sortir par la ferroportine, il va se retrouver avec une transférine. La transférine, qui est une molécule qui va transférer le fer ferrique dans différents organes du corps et cellules. Bon, c'est pour le fer non héminique. Alors, le fer héminique qui est sous forme d'hème, alors l'hème, il est incorporé directement dans le cytoplasme par le transport de l'hème, par le transporteur de l'hème. Alors, le transporteur de l'hème, il va passer en deux parties. Une partie va être stockée dans le stockage de la ferritine. Une autre partie va aller va synthétiser du biliverdine. La biliverdine,
Non, donc soit stockage biliverdine qui va redevenir la biliverdine. Alors, maintenant, après, Willa, il va se diriger vers le pôle basolatéral où il va sortir dans la circulation. Donc, non. Est-ce que vous avez compris ça? Donc, pour le faire non héminique, non, la première des choses, il va subir une réduction. La réduction va rentrer par le DMT1. Le DMT1, on a deux types deux types de pôles, un pôle de stockage, un pôle qui va se diriger dans la partie basolatérale, dans la voie basolatérale, il va subir une oxydation. Alors, quand il va s'oxyder, il va sortir par la ferroportine. Dans la ferroportine, il va à la transférine. Alors, le contact avec la transférine va se fixer et va véhiculer dans les cellules. Pour le faire non héminique. Pour le faire héminique, c'est l'AIM. Alors, l'AIM va rentrer directement par le transporteur de l'AIM spécifique. Le transporteur de l'AIM raditrol, alors, par l'AIM oxydase, il va se divisé en deux, un pôle dans le stockage et un autre pôle dans la biliverdine ou la biliverdine après. Alors, le pôle, soit il va être stocké, soit il va se diriger dans le pôle basolatéral où il va sortir directement et partir dans la circulation via la transférine. OK? Alors, oui, Ramzé, oui. est-ce que tu peux répéter le rôle de l'hepsidine, s'il vous plaît? Le rôle de l'hepsidine, j'ai pas dit le rôle de l'hepsidine, mais c'est mon polo. Ah, l'hepsidine. Alors, l'hepsidine est une molécule qui a été découverte au hasard. C'est-à-dire c'est une molécule qui intervient, c'est une molécule qui va intervenir dans les réactions microbiennes. Alors non, l'hepsidine, c'est une molécule qui met l'insuline. L'insuline est le glucose, l'hepsidine va diminuer le taux du fer. C'est ça le rôle de ça. Alors dans plusieurs phénomènes, par exemple l'époxy ou l'érythropoïèse, on a une diminution d'hepsidine. Comme le cancer aussi, on a une augmentation de l'hepsidine. Alors, l'hepsidine, le rôle est de diminuer le taux du fer. C'est bon? Est-ce que j'ai répondu à la question? Ou la l'hepsidine de quoi? J'ai pas compris. C'est L'hepsidine, le bon, rôle. merci. C'est bon? C'est bon, elle a compris, merci. Oui. Ok. Alors, je répète quelque chose pour avancer ou là, c'est bon? C'est bon, Ramzé, elle a compris, merci. Ok, c'est bon. Alors. Ouais. Alors, pour la ferritine, on a dit que c'est une forme de stockage du fer. Alors, elle a une capacité de stocker 4500 molécules de fer. Alors, c'est une glucoprotéine constituée de deux chaînes LH, light et heavy, 24 unités. Alors, on la trouve dans le foie, la moelle osseuse, la rate et le muscle. On a la ferritine plasmatique, c'est des traces de fer. Alors, elle est glycosylée, elle n'a pas de fer dans son noyau. Alors, c'est pour la ferritine. Alors, pour la transférine, la transférine est une molécule de transfert. Après l'absorption du fer, le pôle qui va se diriger vers le pôle basolatéral, il va sortir par la ferroportine. Quand il va sortir, il va se il va s'oxyder en F2 3+. L'oxydation lui permet de se fixer dans une molécule qui s'appelle la transférine. La molécule transférine est une molécule de transfert. Alors, c'est une glucoprotéine aussi. Elle est synthétisée par le foie. Elle est bilobée, ça veut dire qu'elle a deux lobes. Un lobe C et un lobe N, ou un domaine N ou un domaine C. Les domaines 2 permet de fixer une molécule de fer ferrique. Le fer ferrique qui est converti à la fin de l'absorption dans le pôle basolatéral. Donc, le fer ferrique, plutôt la transférine. La transférine qui est nue, ça veut dire elle n'a pas de molécule de fer. On dit que c'est une apotransférine, ça veut dire qu'elle est insaturée. Elle n'a pas de molécule de fer. On dit que c'est une molécule qui n'a pas de c'est une glycoprotéine qui n'a pas de fer fixé dans ces deux lobes. On dit que c'est une apoprotéine. Quand les deux ions de fer se fixent dans une transférine, on dit que c'est une holotransférine. Alors on dit apo-holotransférine. Alors la fixation qu'a les deux molécules de fer, alors induisent un cofacteur, le bicarbonate. Le bicarbonate est nécessaire pour la fixation du fer à la transférine. Elle est bilobée. Donc, deux molécules de transférine vont se fixer, plutôt deux molécules de fer vont se fixer dans une transférine, parce qu'elle est bilobée. Alors,
Non, alors, on a les récepteurs à transférine. Qui dit transférine dit un récepteur qui va communiquer avec. Alors, les récepteurs de transférine, on a deux types de récepteurs. On a les récepteurs de transférine de type 1, les récepteurs de transférine de type 2. De type 1 sont ubiquitaires dans toutes les cellules, principalement dans les érythroblastes. On va voir ça après. Ils ont une grande affinité pour le fer, une très grande affinité pour le fer. Axe les RTF2. Ils, ils sont spécifiques aux hépatocytes et moins d'affinité, 30 fois moins pour cent, 30 fois pour cent 30 fois moins que les RTF1. Alors, ce sont des récepteurs qui se trouvent dans les cellules. Alors ils ont, c'est des sous-unités, comme ça. On les trouve dans les cellules sous-unités. Alors, chaque sous-unité est liée par un pont disulfure. Alors, il peut fixer deux molécules de transférine. C'est bon, deux molécules de transférine. Ok. Alors, maintenant, on va passer à la prochaine diapo. Alors là, on va voir le FTF1, il est principalement avec les érythroblastes. Là, on va voir le mécanisme. Alors, on a un holotransférine. On a une holotransférine. Elle va se fixer dans la membrane des érythroblastes. Alors, on a ça une invagination. Ça va créer une invagination. On a ça comme un trou. Le trou va induire, il va endosomer le RTF1 et le DMT, parce qu'on a le DMT, les transporteurs des métaux divalents, métaux transporteur 1. Alors, il va être endosomé. Le RTF1 et le DMT transporteur, ils vont être endosomés. L'endosomation, ils vont induire, grâce à la pompe, à la pompe des protons, ils vont induire un excès de protons. L'excès de protons va acidifier le milieu, le pH radioactif. Donc, une acidification du milieu va induire, va induire une transformation du Fe3+, le fer ferrique, en fer ferreux par une step. La step va transformer le F2,3+, va le réduire en F2,2+, encore dans l'endosome ternant. Ok. Alors, là, ils vont sortir, le F2,2+ va sortir grâce à une perméase. Quand il va sortir grâce à une perméase, le cytoplasme. Le F2,2+, le fer ferreux, il va rejoindre deux pôles. Le fer ferreux, qui est sorti de l'endosome par une perméase, va subir deux pôles. Alors, un pôle qui va être stocké sous forme de ferritine, un autre pôle va se diriger vers la mitochondrie de la cellule. Dans la mitochondrie de la cellule, il va fusionner avec l'hème. La fusion du fer ferreux avec l'hème va induire à la formation d'hémoglobine. Donc, si on va récapituler, alors on a l'holotransférine dans l'érythroblaste. L'érythroblaste, on a une invagination, formation d'endosome. L'endosome, on a dit le récepteur et le démytotransporteur. Alors, l'endosome, c'est une acidification du milieu, va induire un pH bas. Le pH bas, on a dit une réduction du F2,3+ en F2,2+ par une perméase. Le mécanisme, le F2 dans le cytoplasme. Dans le cytoplasme, il va rejoindre deux pôles. Soit il va être stocké sous forme de ferritine, soit il va se diriger vers la mitochondrie. Dans la mitochondrie, soit il va fusionner avec l'hème pour la démytotransporteur, ça veut dire le transporteur transporteur des transférés numéro 1 et le démétransporteur 1, ils vont refusionner la membrane. C'est-à-dire qu'ils la membrane pour être reconstruit. Après la dégradation du pH. Donc, ça, ils vont refusionner la membrane. Quand ils vont refusionner la membrane, avec la transférine va être recyclée dans le milieu extérieur. Donc, c'est ça le mécanisme. Est-ce que vous avez compris? Oui, on a bien compris. Ok, super. Alors, le métabolisme du fer. Maintenant, on va dans le métabolisme du fer. On a bien après l'absorption, libération du fer ferrique, après la transférine. La transférine va les cellules, principalement dans l'érythropoïèse. L'érythropoïèse, on a les globules rouges. Les globules rouges ont une durée de vie de 120 jours. Alors, quand ils vont vieillir et devenir des globules rouges sénescents, on a un phénomène
de recyclage. Ça veut dire les globules rouges qui vont s'énécir, on va extraire du, fer منهم. Ça, le phénomène, on a un globule rouge qui va rencontrer un macrophage. Alors, la rencontre va induire une phagocytose. La phagocytose, on va induire un phagosome. Le phagosome qui va phagocyter le globule rouge, avec l'interaction des lysosomes, ça va former un phagolysosome. Le phagolysosome va induire une lyse du globule rouge. Une lyse du globule rouge. La lyse du globule rouge va nous donner l'hème et l'hémoglobine. Alors, la l'hème va sortir par une perméase, par par, euh, par une perméase transmembranaire de l'hème qui s'appelle le HRG1, c'est transporteur de l'hème. Alors, quand l'hème va sortir dans le cytoplasme, va se cataboliser, va se dégrader. L'hème qui va se dégrader va subir encore trois pôles. Alors, l'hème qui va se dégrader dans le cytoplasme de la cellule, soit elle va nous donner de la biliverdine, soit du fer ferreux, soit du monoxyde de carbone. Donc, trois molécules. Alors, le F22+, le fer ferreux, soit il va être stocké sur notre ferritine, soit il va rejoindre, soit il va rejoindre le milieu extérieur en le transformant, en fer ferrique par les stérioplasmines. Le transformant en fer ferrique, il peut sortir, il peut être réutilisé par d'autres cellules. Donc, c'est le métabolisme. Alors, regardez que un cycle d'Auer, ça veut dire qu'il va recycler l'hydrolysol. On dit que le métabolisme du fer, c'est un métabolisme avare. Ça veut dire l'hydrolysol, il va le recycler, il va rien jeter. Donc, on a après l'absorption, l'alloprotéine, soit elle va aller vers l'érythropoïèse, soit elle va aller dans le foie. Le foie, elle va synthétiser une principale hormone qui est l'hepcidine. C'est une hormone principale qui est découverte récemment. Alors, son rôle, l'hepcidine, le rôle, c'était un rôle microbien. Ça veut dire qu'elle va intervenir dans les défenses. Alors que non, c'est une molécule, un autre rôle qu'on va l'avoir après. Alors, on a le recyclage du fer à partir du macrophage, il y a une captation du fer et un recyclage binôme. Alors, c'est bon. Alors, la régulation du métabolisme du fer. On a deux types de régulation. On a une régulation dite intracellulaire et une régulation qui est systémique par l'hepcidine. Alors, une régulation intracellulaire induit deux principaux systèmes. On a le iron regulatory element, le iron regulatory protein. Ça veut dire, non, on a le IRE et le IRP. Ces deux systèmes vont venir réguler dans le stade transcriptionnel. Donc, là, on va voir ça. Bon, l'hepcidine, on va la voir après. Alors, on va commencer par la régulation à traduction de l'ARN. Alors, on a deux systèmes, le IRE et le IRP. Alors, pour le IRE, on a deux gènes. On a un ARN qui code dans la synthèse de la ferritine. Alors, je vais zoomer. Alors, on a un gène qui va coder, un ARN qui va coder pour la synthèse de la ferritine ou de la synthase, qui est synthèse de l'hème. On a un autre gène qui va synthétiser le récepteur à la transférine. Donc, on a deux gènes. Un gène à la récepteur de la transférine, un autre gène synthèse de la ferritine. Ok. Alors, on a attendez. Alors, on a les IRE et les IRP. Il faut savoir que c'est un ARN qui est polarisé. On a deux pôles. Non, ok. On a un codon de début, un codon de stop. On a une extrémité 5', 3'. Ok. Alors, le IRE, dans le gène synthase, à la synthèse ou le ferritine, il va se déposer dans l'extrémité URT 5'. Il va se positionner dans l'extrémité 5' dans le gène à la synthase ou à la ferritine. Il va positionner dans le gène 5', dans le milieu 5'. Ok. Et dans le gène qui va coder pour le récepteur à transférine, à la partie 3'. Ok. Alors, là, le IRE, c'est un domaine qui est 6. L'IRP, c'est un domaine qui est trans. Donc, le 6 peut fixer le trans. L'IRP peut fixer l'IRE. Ok. Alors, il peut fixer. Non. En présence du fer, s'il y a du fer,
l'IRE ne peut pas se fixer avec l'IRP. Il n'y a pas de fixation qui peut le faire. Donc, quand il n'y a pas la fixation dans les deux cas, où il y a le fer, soit pour le gène, pour le récepteur, ou le gène pour transférine, dont le rôle n'est pas la même chose, non, quand il est au niveau 5', il y a une traduction. La traduction est permise de la ferritine. Ou de la synthèse, quand il y a une traduction ou l'exprimation du gène, ça veut dire qu'on va synthétiser de l'hème pour la synthèse et on va stocker du fer. Donc, on a l'IRE en présence du fer dans la position 5', elle ne va pas se fixer avec l'IRP. Quand elle ne va pas se lier avec l'IRP, elle va permettre la traduction et la synthèse de l'hème et de la ferritine. Ok. Alors, pour la partie 3', qui est située dans la partie 3', l'IRE, on a aussi en présence de fer, elle ne va pas elle ne va pas fixer l'IRP, donc elle ne va pas se fixer l'IRP, elle va empêcher la traduction. Dans la partie 3', elle va empêcher la traduction, et la 5', elle va permettre la traduction. Elle va empêcher la traduction pour ne pas synthétiser des récepteurs à la transférine. Donc on va limiter la surcharge de fer. Quand il y a du fer, alors quand il n'y a pas du fer, alors non, les gens, c'est la même chose. Alors, on a l'IRE, on va fixer l'IRP quand il y a du fer, quand il n'y a pas de fer, désolé, elle va les fixer. La fixation dans la partie 5', elle va laisser elle ne va pas laisser la traduction se faire. Donc, il y a inhibition de la traduction. Elle va pas se faire. Et dans le côté 3', elle va se faire. Et on va avoir la captation du fer. Donc, on a les deux processus. Maintenant, dans le premier, il n'y a pas de captation d'IRP avec les IRE. Quand il n'y a pas de fer, il y a de la captation. Alors, pour le premier, dans la partie 5', elle va permettre la traduction de l'hème ou de la ferritine. Et dans la partie 3', elle ne va pas laisser la traduction. Et quand il n'y a pas de fer, il y aura une fixation de l'IRP avec les IRE. Et soit il n'y a pas de traduction, soit il y a de traduction. C'est pour la régulation à traduction de l'ARN. Alors maintenant, on va parler de l'hepcidine. Non, on a dit que l'hepcidine est une hormone très très intéressante. Alors maintenant, on constate plusieurs facteurs qui vont influencer la production de HA. Alors, elle est produite par les macrophages et le foie. Alors, sa production, plutôt le facteur qui va influencer sa production, il y en a plusieurs. Il y a l'érythropoïèse qui est excessif, l'hypoxie, le manque de fer vont induire un taux bas d'hepcidine. L'érythropoïèse intense et l'hypoxie, un taux bas de fer, vont induire un taux d'hepcidine très bas. Alors, quand on a une inflammation ou une surcharge de fer, l'hepcidine va augmenter. Son mécanisme, c'est quoi? Le mécanisme, alors elle est synthétisée par le foie et le macrophage. Elle va sortir par la ferroportine. Alors, sa sortie par la ferroportine, elle va détruire les ferroportines. Quand elle va détruire les ferroportines, non, il n'y a pas de sortie de fer, parce qu'il n'y a pas de ferroportine. Donc, le fer naturel. Donc, non, c'est pour ça, elle va avoir un taux bas de fer. L'hepcidine va diminuer le taux du fer. Alors, on a la régulation de l'hepcidine. On a 3 types de régulation, par hypoxie, érythropoïèse, ou le fer, ou l'inflammation. C'est les 3 régulations de l'hepcidine. On va commencer par l'hypoxie. Alors, l'hypoxie plutôt la norme accident, dans un cas de O2, ça veut dire dans les cellules stables, alors les HIGF alpha, l'hypoxie induced factor alpha, ils vont être hydroxylés par la protéine hydrolase, par les protéines hydrolase domaine. L'hydroxylation de HOM, ils vont induire que le HI, l'époxy induced factor alpha, elle va être hydroxylée et ubiquitinisée. Ça veut dire non, elle va être hydroxylée et ubiquitinisée. Donc, la molécule, elle va être piégée. Elle ne peut pas se lier avec les HI,
avec les HIF bêta. Donc, donc c'est dans la physiologie. Donc, elle va dégrader. Alors, dans l'époxy, non. Elle va une fusion des des HIF alpha et les HIF bêta. La fusion de vont entraîner une diminution d'epsilon. Une diminution d'epsilon. Ils vont inhiber la traduction de l'epsilon. Donc l'époxy a un rôle de diminution de l'epsilon. Alors les rétroplastes vont être stimulés par les rétroprotéines. Donc la stimulation par le système Jacques de stade 5, on a une oh, j'ai perdu la désolé. Oui, c'est bon. Alors, non, la stimulation va entraîner une érythrophérone. L'érythrophérone va le foie. Le foie, le foie va venir inhiber la production des, de l'hepsidine. Là, c'est pour les rétropoètes. Alors, pour l'inflammation aussi, alors pour l'inflammation, au cours de l'inflammation, les macrophages vont synthétiser des interleukines de type 6. Ce sont des cytokines. Alors, les cytokines, avec le système JAK aussi, ils vont induire la fixation de l'interleukine avec son signal. La fixation de va donner une inhibition d'expression du gène l'hepsidine. Alors, je pense que c'est tout dit sur le métabolisme. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me dire. Est-ce que vous m'entendez? Tu as Oui. terminé? D'accord, je te remercie. Y a-t-il des Je questions? pense que c'est tout dit. Si il y a une حاجة ولا قولوا لي. Si j'oublie quelque chose là, si je refais quelque chose, n'hésitez pas à me le dire. Donc, merci beaucoup. Merci pour cette présentation. Ah, il n'y a pas de souci.